Chapitre 5. Début de transcription. Molandsen. Ce n'est pas un nom que j'ai plaisir à me rappeler. Peu s'en souviennent encore maintenant, en dehors de l'ordre. De combien de temps cela date-t-il ? 126 ans. Plus qu'une existence mortelle. Ce n'est pas quelque chose qui vous affecte, je suppose. Pas de la même façon. Il s'agissait d'une confédération d'États. Ils s'étaient regroupés durant les pires années de l'anarchie. Le climat est sévère à ces altitudes. C'était un autre facteur. En ces temps, les satellites météorologiques avaient tous été détruits et les hivers étaient devenus accablants. Une certaine forme de coopération devait être nécessaire afin d'éviter une dépopulation substantielle, comme dans d'autres régions du globe où les structures de la civilisation s'étaient dégradées au point de ne plus les reconnaître. Je me souviens de la roche. Elle était noire comme du pétrole. Le ciel était lourd, et il y a eu des orages chaque jour de la campagne, comme si le ciel lui-même était contre nous. Notre équipement gelait avant que nous ayons pu nous en servir. À chaque aube, nous devions allumer des feux sous les moteurs des transports avant de pouvoir les faire rouler. Et le vent, c'était comme un hurlement qui ne cessait jamais. Parlez-moi des ordres de campagne et des phases préliminaires. Cela s'est déroulé dans les premières années d'expansion active. Les projets de l'empereur progressaient déjà depuis des décennies, mais nous n'avions pas encore dévoilé notre jeu ouvertement dans de nombreux endroits. Nos possessions territoriales déclarées étaient modestes, assez pour nous garantir l'accès aux matériaux dont nous avions besoin, et pour établir un cordon autour des sites où l'on devait protéger nos recherches. Lorsque celles-ci furent pleinement sécurisées et nos forces rassemblées en nombre, nous avons alors pu avancer sans avoir à employer la même discrétion qu'auparavant. Molandsen ne fut pas la première terre que nous avons conquise. Elle se trouvait trop éloignée de nos centres de contrôle établis. Toutefois, je pense qu'il l'a destinée dès le début à recevoir une attention particulière, même dans un monde d'abomination. Nous avions entendu tous les récits qui en provenaient et nous avions étudié les rapports des espions. Et ils connaissaient l'endroit. Il s'y était déjà rendu auparavant. Pour les besoins de la transcription, lorsque vous dites « il », vous entendez par là « l'empereur, bien sûr ». Il avait pleinement conscience des pratiques qui se déroulaient là-bas et souhaitait les éradiquer aussitôt qu'il en aurait le pouvoir. Cela fut toujours l'objectif principal, vous comprenez, même dans ces premières années. Nous ne nous battions pas simplement pour du territoire. Nous nous battions pour nettoyer Terra de la souillure qu'est la sorcellerie. Je vous vois sourire. Les gens ne comprennent plus aussi bien aujourd'hui. Une conséquence du fait que nous ayons réussi, j'imagine. Prononcez le mot sorcellerie désormais, et vous aurez droit à des rires incrédules. Mais durant l'anarchie, toutes sortes de croyances avaient cours, et elles en ont amené beaucoup à la corruption morale. L'âme humaine, si elle n'est pas surveillée, tend vers cette corruption morale. Et cela ouvre des portes. Ce monde était resté sans surveillance pendant très longtemps. Beaucoup de portes avaient été laissées ouvertes. Molandsen était un royaume de sorciers perché sur le toit du monde. Il serait difficile d'imaginer quelque chose de plus cauchemardesque. Il combinait tout ce qu'il y a eu de pire durant l'époque sombre. Il n'y avait pas de loi, pas de contrôle sur les puissants, ni de vraie science, avec une indulgence criminelle accordée aux excès et à l'ignorance. Des bribes de connaissances avaient été conservées et détournées vers des usages violents, ce qui donnait à ce royaume un vernis de puissance militaire. Mais elle était fragile et commençait déjà à se défaire lorsque nous avons marché contre elle. Je voyais ce royaume comme un grand boulot de mythes anciens de la région, dont l'écorce était solide comme le fer, mais dont le cœur du tronc avait pourri. L'empereur savait que nous pouvions le détruire, alors que d'autres conseillers lui recommandaient la prudence. L'ordre fut donné, et les choses se sont donc déroulées. Vous m'avez demandé des détails. La campagne a été l'une des premières où nous avons déployé un nombre significatif des Legiones Categis aux côtés de nos troupes régulières. Ce n'était pas leur premier engagement armé, mais il me semble que ce fut le premier au cours duquel une légio entière fut déployée. Ici, il avait choisi la 4e, qui portait le cognomen d'Iron Lords à l'époque. Ils étaient des spécialistes du siège, à la fois par leur entraînement et par leur disposition génétique.
Les autres légionnaires à ce stade n'avaient pas atteint un statut opérationnel complet, mais ceux-là étaient parmi les premiers, et ils l'avaient impressionné par leur niveau de préparation. Aux côtés des Kataydjis, nous avons pu mobiliser 22 régiments de troupes standards. À l'époque, l'armée impériale était organisée en divisions selon les zones climatiques, car les caprices météorologiques de la planète constituaient un obstacle majeur à sa conquête totale, et nous avons pu en appeler à des spécialistes des régions froides. La majorité des forces que nous avons emmenées étaient protégées en conséquence et avaient accès à de l'armement modifié. Il s'agissait d'une nécessité plutôt que d'un luxe. Les conditions étaient telles qu'un humain exposé aux éléments sans assistance technologique ou sans autre moyen de protection interdit succombait en quelques heures. Comme je vous l'ai dit, c'était un endroit infernal. Je m'étais souvent demandé ce qui avait permis à la vie de s'y accrocher, mais nous avons eu notre réponse quand nous sommes arrivés là-bas. Et il y avait la Legio Custode. 30 guerriers m'ont accompagné, et ils étaient tous assignés à des tâches de protection. Nous n'avions pas anticipé que nous allions jouer un rôle prépondérant dans les combats. Sur de nombreux plans, Molandsen devait être une mise à l'épreuve pour les Kataydjis. Nous souhaitions voir s'ils allaient être aussi redoutables déployés en masse qu'ils l'avaient déjà été en formation plus réduite. Vous ne les appelez pas par leur nom usuel. Je peux, si vous le préférez. Guerrier tonnerre n'est qu'une forme traduite en bas gothique. Parlez-moi de leur primarque. Leur commandant? Je ne vois pas bien pourquoi cela vous intéresse. Initialement, les divisions combattantes devaient être de taille un peu plus réduite qu'elles ne le sont devenues. Leur rang était donc organisé sur un modèle régimentaire orthodoxe. Le primarque détenait l'équivalent du rang de capitaine général, responsable de la discipline et de la conduite de la Legio entière. Il n'était pas différent de ses troupes physiquement, mais il s'était distingué au combat et par ses aptitudes de commandement, et avait été nommé par l'empereur en personne. Son équipement avait reçu une attention particulière, mais vous devez garder à l'esprit que nous innovions sans cesse à cette époque. Des technologies étaient redécouvertes ou recréées chaque année. Certaines troupes marchaient au combat avec d'excellentes armures, d'autres avec les treillis de la génération précédente. Les primarques et leurs groupes de commandement recevaient le meilleur de ce que nous avions. Il allait y en avoir 20 selon le concept de départ, un pour chacune des légions prévues, même si à ce stade, le titre n'avait pas encore été attribué pour chacune. Le primarque de la 4e se nommait Tushotan. C'était un combattant d'exception et un excellent général. Je l'admirais beaucoup à bien des égards. Parlez-moi des combats. Vous connaissez déjà les récits qui en ont été faits. Ils sont exacts. Des comptes rendus de tous les engagements majeurs ont été déposés à la tour et ils sont à votre disposition. Que pourrais-je vous dire de plus? Comment ce fut pour vous de vous trouver au milieu et d'en être le témoin? Je vois. Je ne tire aucun plaisir du fait de me battre, pas plus que je n'éprouve de répugnance à le faire. Ça n'était le cas ni de nos ennemis, ni des guerriers du Shotan. Ils se sont tous montrés féroces. Notre adversaire s'appelait le prêtre roi. C'était un nom qui s'était donné et qui convenait parfaitement. Ceux qui le suivaient étaient des fanatiques, l'esprit troublé à la fois par les narcotiques de combat et par les illusions dont ils les berçaient. Même sur cette désolation gelée, ils étaient parvenus à mettre la main sur une technologie des âges oubliés, et ils avaient appris à en faire usage, ou on le leur avait montré. Les résultats étaient méprisables. Nous affrontions des adversaires faits de morceaux cousus ensemble, en des parodies de silhouettes humaines. Certains étaient enfermés dans des machines et poussés au combat par des amplificateurs de douleur. La plupart de tous ceux que nous avons rencontrés avaient été remodelés à un degré ou à un autre et avaient échangé leur dignité contre une force d'une variété sauvage. Les villes périphériques ont été conquises relativement vite, car la souillure du prêtre roi y était moins prononcée, et parce que le cœur de la Confédération se trouvait depuis toujours plus à l'intérieur des terres, en haut des pics, là où le vent soufflait en permanence des cristaux de glace. Nous avons établi une tête de pont sécurisée sur les terres basses du sud-ouest, et nous avons volé à bord de navettes lourdes pour pouvoir ancrer nos routes d'approvisionnement plus au nord. Nous opérions loin de chez nous, mais nous avions quelques avantages familiers. Notre technologie, notre confiance en nous, notre énergie. Au bout d'un mois seulement, nous planifions des incursions plus poussées. Comme je vous l'ai dit, les conditions du terrain ont toujours joué contre nous.
nos combattants dénués d'amélioration physique ont subi des taux de perte élevés, et ce fut quelque chose de difficile à minimiser. À mesure que nous avons avancé au nord, beaucoup d'entre eux ont perdu l'esprit. Le froid était saisissant, et il y avait des voix dans le vent. Nous rencontrions à nouveau ceux qui étaient morts, comme si des fantômes étaient portés par les bourrasques, et cela portait sur les nerfs de nos fantassins. Nous n'aurions pas été en mesure de continuer si nous n'avions pu compter que sur eux. Nous l'avions prévu, et cela soulignait la nécessité des détachements de troupes génois améliorés. Mais je vous le dis en toute honnêteté, car certains commencent déjà à en douter. Terra n'aurait pas pu être conquise sans eux. Nous avions sombré trop loin et laissé naître trop de monstres. Ce sont eux qui nous ont permis d'avancer dans cette nuit glacée. Ce fut donc une épreuve ardue, même si aucun doute n'a jamais vraiment plané sur l'issue, puisque l'empereur était avec nous. Toutes les citadelles ont été disputées. Toutes les offensives ont rencontré des contre-offensives. Nos adversaires connaissaient les conditions. Ils connaissaient la physionomie du terrain, et ils n'avaient nulle part où se replier. Plus de 7000 de nos troupes de choc génomodifiées sont mortes durant l'assaut final. Si vous aviez vu les guerriers tonnerres se battre, à quel point ils étaient déterminés et le peu de retenue dont ils ont fait preuve, vous apprécieriez sans doute mieux la nature de ce que nous avions en face de nous. Certaines des faiblesses que nous avons exhibées face aux Nordiques sont maintenant résolues. Toutes les armures que nous employons sont désormais faites de céramique et d'alliage métallurgique, plutôt que les plaques d'acier et le cuir durci que certains d'entre nous portaient à l'époque. Nos lames sont dotées de champs d'énergie et le bolter a remplacé les anciennes carabines et les fusils laser. À Molandsen, les niveaux de technologie respectifs étaient globalement comparables. Ce qui nous différenciait était notre conviction. Le prêtre roi avait été percé à jour. Ses élucubrations étaient devenues transparentes, même pour ceux qui l'avaient conduit à leur damnation. Mais nous étions menés par lui. Telle fut toujours la différence en définitive, partout où nous nous sommes battus. Mais comment était-ce ? Pardon ? Comment était-ce de vous trouver là-bas ? Je ne suis pas certain de la façon dont vous répondre. Je vais faire de mon mieux. Il flottait là-bas comme un certain mal, que nous parvenions tous à ressentir. J'ai rencontré depuis des sensations similaires en affrontant d'autres ennemis d'origine comparable, mais cela était nouveau pour moi alors. Cela n'a vraiment généré que du dégoût chez mes frères. Pour les guerriers tonnerres aux ordres du Shotan, l'effet semble avoir été différent. Cela nourrit leur motivation, au moins pendant un temps. J'ai supposé qu'ils avaient la faculté de magnifier le mal auquel ils étaient confrontés. Cette férocité était utile, mais elle avait ses points faibles. Les murs autour de la dernière forteresse étaient construits dans les montagnes. Les fortifications étaient hautes et bien défendues, et ils s'étaient préparés à notre arrivée au fil des années. Je me rappelle avoir observé la place forte la dernière nuit avant que l'ordre ne soit donné de la détruire. Une lueur verdâtre l'éclairait par derrière, et ses murs sombres luisaient. Il y avait un certain art dans sa construction, mais un art pervers. Conjointement aux obstacles physiques, il y avait aussi la présence d'autres obstacles. Des fantômes qui nous suivaient à la trace. Vous dites cela au figuré, je suppose ? Non. J'emploie le terme qui me semble adéquat. Il aurait peut-être été plus judicieux de ralentir la vitesse de l'offensive, de limiter nos pertes finales. Mais les Kataijis étaient pris dans un cycle d'agressivité. La mort ne signifiait rien pour eux. Pendant un temps, c'était comme si les ordres ne signifiaient rien non plus. La violence dont ils faisaient preuve était comme une force de la nature. Je me souviens donc de cette ville, perdue au milieu du noir et de la glace à la frontière du monde. La neige s'empilait en congères de 10 mètres d'épaisseur. Des armes lance-flammes étaient alignées sur la hauteur des remparts. Quand nous avons donné l'assaut et amené nos propres pièces lourdes, nous avons créé une vague d'eau de fonte. Nous avons avancé contre de vrais torrents, dans une mer grise de saleté qui filtrait par les joints de nos armures. Les chars ont calé, les relais électriques ont éclaté. Nous avons été réduits à des combats d'infanterie plutôt qu'anticipés, et les murailles étaient toujours intactes. La première brèche a été le fait du Shotan. Il y a eu plus de massacres que je ne l'aurais toléré une fois qu'il fut à l'intérieur. Tous les sujets du prêtre roi n'étaient pas corrompus. Certains étaient des esclaves,
et d'autres encore auraient pu être épargnés et récupérés pour occuper une fonction productive dans l'Imperium. C'est en cela que les guerriers tonnerres ont fait montre de leur plus grande faiblesse. Ils étaient comme les munitions dont nous nous servions à l'époque, puissantes mais instables. Une fois lancés, ils étaient difficiles à contrôler. Ils ont envahi les salles intérieures comme un raz de marée, en massacrant tous ceux qu'ils rencontraient. Ils nous ont fait la démonstration de la puissance brute des soldats génomodifiés. Si nous avions voulu une indication de leur capacité, nous n'aurions pas pu en recevoir de plus clair. Et il y a eu tellement de morts, pourtant, dans les deux camps. Cela m'a semblé gratuit. J'ai parlé à Ushotan après que la citadelle a finalement été prise, quand ses toits se sont effondrés sur les décombres des murs pilonnés. Il était déjà tard le soir suivant. Les combats avaient fait rage pendant tout un cycle diurne et nous avions eu à peine le temps de lever la tête pour nous en rendre compte. Je me souviens à quoi ressemblait son armure, couverte de sang figé. Il lui manquait son casque et il avait le bras cassé. Une nouvelle tempête s'était rapprochée et les champs de bataille étaient battus par la neige qui recouvrait celle que nous avions piétinée. Il riait quand nous nous sommes retrouvés. Il y avait une lueur vive qui brillait dans ses yeux. Je me suis dit qu'il m'évoquait le spectre de tous les meurtres de jadis. Que vous a-t-il dit ? Il m'a dit que pour la première fois, il comprenait pourquoi il avait été façonné. Il m'a dit que je ne pourrais jamais éprouver la même chose et qu'il avait pitié de moi. Lui avez-vous répondu ? Je me souviens avoir été troublé, non pas par son commentaire, ni par l'insulte implicite, mais par le sentiment qu'il exprimait. J'avais l'impression que nous avions libéré quelque chose qu'il allait être difficile de maîtriser. Et où cette impression vous a-t-elle mené ? Où cette impression vous a-t-elle mené, capitaine général ? Fin de la transcription.